Gabon, la rentrée scolaire toujours reportée sine die. La première fois, elle l'a été en raison de la crise post-électorale. « 22e édition de la Journée mondiale des enseignants, le Cameroun a sacrifié à la tradition. En plein dans le deuil, Haïti veut organiser l'aide humanitaire. Le pays veut éviter la répétition du fiasco de 2010. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des informations sur SICA, lequel rendez-vous nous démarrons par des nouvelles du Gabon. Victime de la crise post-électorale, la rentrée scolaire au Gabon a été reportée à une nouvelle date, une date indéfinie. Initialement, elle était prévue pour le 1er octobre, soit 15 jours après la rentrée administrative. Cette date avait été reportée au 17 octobre en raison de la crise post-électorale entre le scrutin du 27 août et la proclamation de la victoire d'Ali Bongo Ondimba le 23 septembre. De son côté, la Confédération nationale des syndicats du secteur éducation conditionne la rentrée scolaire au versement d'un arriéré de primes d'incitation à la performance pour le deuxième trimestre 2015. Les syndicalistes enseignants demandent aussi la libération de tous les syndicalistes emprisonnés. Le président du syndicat national des enseignants-chercheurs détenu depuis le 9 juillet a été libéré jeudi sans aucune charge à son encontre. Non loin du Gabon à présent, au Cameroun, eh bien, ce pays a, à l'instar du monde, célébré la 22e édition de la Journée mondiale des enseignants. À Douala, c'est la place des fêtes de Besseke qui a servi de cadre aux festivités. La célébration de cet événement a permis à ce corps de métier de revendiquer également une revalorisation salariale ainsi qu'un meilleur statut. Reportage avec notre correspondant Narcisse Oum. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer la 22e édition de la Journée mondiale des enseignants, placée sous le thème « Valorisons les enseignants, améliorons leur statut professionnel ». Vêtus de leur pagne de couleur bleu et jaune, les enseignants se sont mobilisés pour cette célébration. À Douala, la capitale économique du Cameroun, les manifestations marquant cette édition se sont déroulées à la place des fêtes de Besseke, sous la présidence de Dieudonné Iva Diboa, gouverneur de la région du littoral. À cette occasion, 69 enseignants ont reçu des palmes académiques. Ce sont les distinctions honorifiques et scientifiques visant à valoriser les mérites du personnel enseignant du secteur de l'éducation nationale. J'ai un sentiment de joie et de satisfaction parce que pour la première fois, j'ai eu une médaille après 34 ans de service. Je suis content, ça me rend fier, bien que ça n'est pas une mesure d'accompagnement qui peut me permettre de recevoir mes amis. Je suis à ma 23e année de service. Cela les apparences ne le laissent pas voir, mais vraiment je suis vraiment comblé. C'est une très grande reconnaissance. Au cours de cette célébration, les enseignants n'ont pas manqué de souligner les grèves de leur quotidien. Les enseignants du privé sont un peu abandonnés à eux-mêmes. En fait, ils sont abandonnés à la merci des fondateurs. Et les fondateurs les mangent à toutes les sauces. 30 000 francs par mois, 40 000 francs par mois, 50 000, 60 000, 70 000 maximum. Et parfois même, vous ne recevez pas ce salaire chaque mois. Cette journée était aussi l'occasion de réaffirmer le rôle essentiel des enseignants dans le progrès de l'éducation et l'importance de leur contribution au développement de la personnalité humaine et de la société moderne. Nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, 23 partis d'opposition ont jeudi dénoncé le nouveau projet du président Alassane Ouattara. Les opposants affirment qu'un tel projet mettrait en danger la paix et la stabilité dans le pays. La loi en vigueur depuis l'année 2000 en Côte d'Ivoire stipule que les deux parents d'un candidat à la présidentielle doivent être nés sur le sol ivoirien. La nouvelle constitution, elle, indique que pour être candidat, il faut être de père ou de mère ivoirien. Le projet de nouvelle constitution veut en finir avec l'ivoirité et tourner définitivement la page des crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire. Examiné vendredi en commission, il sera adopté lundi. Le texte, une fois adopté, sera soumis au vote de l'ensemble des élus le mardi. L'opposition ivoirienne bat en brèche cette initiative du président Alassane Ouattara, jugée antidémocratique.
Pendant ce temps, les pères de ce projet le défendent bec et ongle. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille dans le sens de rapprocher les Ivoiriens, qu'on se reconnaisse tous dans cette constitution, plutôt que de chercher à mettre des articles qu'on pourrait utiliser pour empêcher. On a fait trop de juridisme pour empêcher les autres. Et en définitive, qu'est-ce que ça donnait? Rien du tout. Si vous êtes né, et vous devez être né ivoirien de naissance, c'est que vos parents, au moins un de vos parents, doit avoir la nationalité ivoirienne préalablement. Et comme on exige qu'un des parents soit ivoirien d'origine, c'est que vos grands-parents, l'un de vos grands-parents doit être ivoirien. Il peut être naturalisé, il peut être ivoirien de tous les jours. 23 partis d'opposition, dont le Front populaire ivoirien, ont dénoncé jeudi le projet de nouvelle constitution au lendemain de sa présentation, évoquant une procédure antidémocratique. Ils soutiennent que la nouvelle constitution mettrait en péril la stabilité de la Côte d'Ivoire. Ils ont, au cours d'une conférence de presse, invité les populations à voter non au référendum qui se tiendra dans ce sens dans moins d'un mois. Le ministre de l'Intérieur sénégalais a reçu vendredi dernier son homologue français en visite au Sénégal. Bernard Cazeneuve est arrivé au Sénégal pour parler sécurité et coopération entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tchèque Berthet, notre correspondant. D'abord liés par l'histoire, la France et le Sénégal font plus que jamais face aux défis terroristes dans un contexte mondial particulièrement marqué par la montée en puissance du terrorisme international. En recevant son homologue français à Dakar, le ministre de l'Intérieur du Sénégal a appelé à plus de coopération sécuritaire. La menace multiforme et commune à nos États nous impose, Monsieur le ministre, à œuvrer ensemble pour consolider notre coopération sécuritaire à travers une coopération, une collaboration plus étroite, une meilleure synergie de nos actions. De son côté, la France a aussi rappelé l'exigence d'agir ensemble pour que la police et la gendarmerie des deux États soient au meilleur standard et en situation d'intervenir dans les conditions optimales face à des attaques terroristes. Les deux ministres ont ensuite fait étalage des dispositifs pris par leurs pays respectifs comme témoins de leur total engagement à combattre les fléaux. Nous avons augmenté, mesdames, messieurs, de près de 9000 les effectifs de la police, de la gendarmerie, des services de renseignement en France pour faire face aux risques terroristes. La création par le chef de l'État d'un cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste, SICO, en tant qu'organe de veille stratégique permanente. La France et le Sénégal ont mis à profit cette visite pour signer les relevés des conclusions complémentaires de la coopération sécuritaire existante entre les deux pays. Les deux ministres ont par la suite assisté à une démonstration des éléments du groupement mobile d'intervention sénégalaise en tant que PIMO, intervenant dans le cadre d'un scénario d'attaque terroriste. L'Afrique du Sud dispose désormais d'un aéroport vert. La particularité de l'aéroport de Georges est qu'il fonctionne grâce à l'énergie solaire. L'Afrique du Sud est donc désormais le premier pays sur le continent africain à posséder un aéroport de ce genre. Avec 700 000 passagers par an, l'aéroport régional de Georges dispose de 2000 panneaux photovoltaïques. Ces panneaux produisent chaque jour plus de 750 kW d'électricité qui couvrent largement les 400 kW nécessaires à l'alimentation de l'aéroport. La région de Georges étant soumise à une variation constante de la météo, même les jours de pluie, l'installation produit le courant pour alimenter l'aéroport. Cependant, en cas de besoin comme la nuit, le système bascule automatiquement sur le réseau électrique traditionnel. Depuis l'installation des panneaux solaires, la facture d'électricité de l'aéroport a baissé de 40% en un an. Je suis fière que nous soyons l'un des premiers aéroports à avoir ça. Nous avons constaté une baisse de notre consommation d'électricité, ce qui est un avantage pour le budget. Je vois que les coupures d'électricité récurrentes à l'aéroport, c'est du passé. Nous n'avons plus ce problème. Même si on a des générateurs de secours, notre première source d'électricité, ce sont les panneaux solaires.
L'aéroport envisage désormais de se doter de batteries capables de conserver l'énergie générée en journée et d'augmenter la capacité de production de sa centrale de 250 kW. L'objectif est double, alimenter l'aéroport de jour comme de nuit et revendre une partie de la production à la municipalité. Deuil national de 3 jours en Haïti à compter de dimanche, c'est-à-dire hier. Après le passage de l'ouragan Matthew qui a fait des centaines de morts, le pays est confronté à une grave crise humanitaire. Les détails. Déjà une semaine que l'ouragan Matthew a atteint Haïti. À présent, l'ampleur des besoins humanitaires est énorme. Samedi, un avion envoyé par les États-Unis a livré à Port-au-Prince plus de 480 tonnes de secours pour satisfaire les besoins urgents de 100 000 personnes. La France, elle, a prévu d'acheminer 2 stations de potabilisation de l'eau, des kits médicaux contre le choléra ainsi que du matériel humanitaire de première urgence. L'aide médicale et alimentaire étant vitale, les conséquences à long terme de l'anéantissement de l'économie rurale ne sont pas à négliger. La destruction à au moins 80% des plantations agricoles va entraîner le déplacement immédiat des populations rurales vers les centres urbains, la capitale Port-au-Prince, mais aussi vers les villes du sud du pays. En Allemagne, la police poursuit ses enquêtes quant à la recherche d'un Syrien en fuite. Ce dernier est soupçonné de préparer un attentat dont un complice présumé a été arrêté. Les contrôles ont été renforcés dans les gares et aéroports dimanche afin de prévenir contre les risques d'attentat. La police allemande sur le qui-vive. Elle est à la recherche d'un Syrien âgé de 22 ans soupçonné de préparer un attentat contre un aéroport allemand. Son présumé complice a été appréhendé pour être présenté à un juge en vue d'être écroué. Les autorités allemandes ne sont toujours pas en mesure de confirmer si le suspect en fuite a en sa possession une partie des explosifs. L'homme recherché a échappé de peu samedi matin à la police lors d'une perquisition du logement qu'il occupait. Les autorités allemandes pensent avoir déjoué à ce jour au moins 3 attentats djihadistes cette année dans le pays. Notons que l'Allemagne a connu en juillet dernier 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique. Explosion d'une voiture piégée dans le sud-est de la Turquie. L'attentat a tué dimanche 18 personnes, 10 militaires et 8 civils. Une nouvelle attaque attribuée à la rébellion kurde. Au moins 27 personnes ont également été blessées dans cette attaque. À en croire le Premier ministre, l'attaque a été commise par un kamikaze qui a fait exploser une camionnette au moyen de 5 tonnes d'explosifs. La responsabilité de la rébellion kurde du Parti des travailleurs du Kurdistan a été rapidement pointé du doigt dans cette nouvelle attaque. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, tout un plaisir pour nous de vous l'avoir présenté. Nous vous souhaitons à présent de passer une agréable journée en compagnie des programmes de SICA.